Voici la synthèse sur la rotation 3. Donc, premièrement, la fiche numéro 7 qui portait sur le thème de la solubilité. Donc, deux termes qu'il faut connaître. Le premier, c'est le mot mélange. Donc, en fait, le mélange, c'est quelque chose qui est constitué de plusieurs constituants. Il en faut minimum 2. Et l'inverse du mot mélange en sciences, ça s'appelle un corps pur. Donc voici deux exemples. Donc le premier, c'est une bouteille d'eau minérale. Donc si vous regardez sur les étiquettes, vous pouvez regarder à la maison, vous verrez que là, par exemple, il y a du bicarbonate, du sulfate, du chlorure, des nitrates, des fluorures. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs constituants. Donc l'eau minérale, elle contient justement des minéraux. Donc c'est un mélange. Contrairement à cela, l'eau déminéralisée, c'est-à-dire qu'on a retiré les minéraux, et donc c'est de l'eau quasiment pure. Donc là, ça va être un exemple de corps pur. Donc ensuite, certains solides peuvent se dissoudre dans l'eau. Donc le terme qu'on utilise, c'est le terme soluble. On dit qu'ils sont solubles dans l'eau. À l'inverse, ceux qui ne se dissolvent pas, on dit qu'ils sont insolubles dans l'eau. Donc les deux termes à retenir ici, c'est soluble et insoluble. Alors ensuite, quand on a deux corps qui sont insolubles, si c'est un liquide et un solide, il y en a un qui va pouvoir flotter. Donc dans ces cas-là, on dit qu'il est moins dense que l'eau. Et s'il coule, à l'inverse, il est plus dense que l'eau. Donc voici quelques exemples en images. Donc ici, on a mélangé de l'eau et de l'aluminium. Donc on voit que l'aluminium est insoluble dans l'eau. Et vu qu'il est au fond, il est plus dense que l'eau. Ici, le café, on voit également qu'il est insoluble dans l'eau. Mais alors cette fois-ci, il est au-dessus, il flotte. Donc il est moins dense que l'eau. Le sucre, lui, quant à lui, c'est mélangé. Donc il est soluble dans l'eau. Même chose pour le sel, il est soluble dans l'eau. La craie est insoluble dans l'eau. Et elle est plus dense que l'eau vu qu'elle est au fond. Et le sulfate de cuivre est soluble dans l'eau. Donc voilà les termes que vous devez connaître, savoir expliquer et pouvoir utiliser dans les exercices. Donc ensuite, il y a trois termes là importants qui vont être le mot solution, le mot soluté et le mot solvant. Donc quand on prépare une solution, donc c'est un mélange liquide, il y a le liquide qui est en plus grande quantité. Celui-là, on l'appelle le solvant. Et ensuite, il y a toutes les espèces dissoutes dedans. Donc ça peut être des gaz, des solides ou des liquides. Et là, on les appelle des solutés. Donc là encore, quelques exemples pour mieux comprendre. Donc premier exemple, l'eau salée. Donc dans ces cas-là, le solvant, c'est-à-dire le liquide en plus grande quantité, ce sera l'eau. Et ce qu'on a rajouté dans l'eau, c'est le sel. Donc il y a un seul soluté qui sera le sel. Trois autres exemples en images. Donc premièrement, le Coca-Cola. Donc le liquide en plus grande quantité qu'on appelle solvant, ce sera l'eau. Des solutés, là, il y en a énormément, il n'y a qu'à regarder sur l'étiquette. Il va y avoir les colorants, il va y avoir de l'acidifiant, il va y avoir du sucre, il va y avoir du gaz. Donc tout ça, c'est des solutés. Et la solution, c'est le mélange final, donc c'est le Coca-Cola. Deuxième exemple, du café sucré. Donc le liquide en plus grande quantité, le solvant, c'est encore une fois l'eau. Et là, des solutés, on va en avoir deux. On va avoir premièrement le café, donc par exemple du café soluble en petite dosette là, et du sucre. Donc là, deux solutés. Et la solution, c'est le café sucré. Et dernier exemple, du Perrier menthe. Donc là, le solvant, donc le liquide en plus grande quantité, c'est encore une fois l'eau. Des solutés, il va y en avoir plusieurs. On a rajouté le gaz, on a rajouté le sirop de menthe, donc il y en aura deux. Ça, c'est les solutés. Et la solution, c'est le mélange final, donc ça sera le Perrier menthe. Donc voilà trois mots également nouveaux que vous devez connaître, comprendre et savoir utiliser dans les exercices. Ensuite, il y a la notion de saturation. Donc en fait, je vais vous expliquer en image, ce sera plus simple. Quand on met du sel dans l'eau, le sel se dissout dans l'eau. On a vu juste avant qu'il était soluble dans l'eau. Sauf que il existe une limite. Donc cette limite, justement, ça s'appelle la saturation. Donc quand on atteint cette limite, le sel ne peut plus se dissoudre et il va tomber au fond, vu qu'il est plus dense que l'eau. Et donc là, on a un mélange qui est une solution saturée. C'est-à-dire qu'ici, on a de l'eau salée. Et ici, on a le sel qui est en trop, en fait, et qui va se déposer au fond. Donc ça, c'est ce que vous avez vu quand vous avez manipulé l'animation en classe. Donc attention, au niveau de la saturation, cette limite de saturation, elle dépend des produits qu'on va utiliser. Donc par exemple, si on prend l'eau, 1 litre d'eau, vous voyez que
la limite de saturation pour le sucre est beaucoup plus importante que celle pour le sel. Donc chaque produit va avoir, chaque binôme solvant-soluté va avoir sa limite de saturation qui lui est propre. Donc voilà ce que vous avez à savoir et à retenir. Encore une petite chose, pardon. Quand on dit soluble, le mot soluble, il faut toujours dire dans quel liquide, parce que ça, vous avez fait normalement l'expérience également en classe. On peut voir que le sucre va se dissoudre dans l'eau, mais ne se dissout pas dans l'alcool. Donc on dit qu'il est soluble dans l'eau, mais insoluble dans l'alcool. Donc, il faut bien préciser dans quel liquide, dans quel solvant. Sinon, ça ne veut rien dire. On ne peut pas dire le sucre est soluble. Il faut dire soluble dans quoi? Donc dans quel solvant? Donc voilà tout ce que vous avez à savoir sur la fiche numéro 7. Donc attention, parce que dans cette fiche numéro 7, c'est beaucoup de mots de vocabulaire qu'il faut maîtriser, connaître, savoir expliquer, pas la peine d'apprendre des définitions par cœur, mais savoir expliquer et surtout savoir utiliser dans les exercices, dans vos réponses. Alors la fiche numéro 8, quant à elle, portait sur la miscibilité. Donc, au niveau des mélanges, on peut distinguer deux types de mélanges. Le premier type de mélange, c'est les mélanges homogènes. Donc, un mélange homogène, c'est quand on ne peut pas voir les différents constituants à l'œil nu. Et l'inverse, c'est les mélanges hétérogènes. Donc, dans ces cas-là, on peut voir les différents constituants à l'œil nu. Donc, tout mélange est forcément classable dans une de ces deux catégories. Donc là, par exemple, on a de l'eau et du sirop de fraise. Si on a versé délicatement, on a un mélange hétérogène. On voit bien que là, il y a l'eau et là, il y a le sirop de fraise. Donc, on peut voir à l'œil nu les différents constituants. Par contre, ici, on a mélangé. Et donc, cette fois-ci, on ne voit plus où est l'eau, on ne voit plus où est le sirop de fraise. Donc, on appelle ça un mélange homogène. Deux mots là qu'il va falloir utiliser, c'est le mot miscible. Alors attention, ça se ressemble avec le mot soluble. La différence, c'est que miscible, ça s'utilise pour deux liquides entre eux. Soluble, c'était un liquide avec un solide en poudre. Miscible, c'est deux liquides l'un avec l'autre. Donc quand deux liquides se mélangent entre eux, on dit qu'ils sont miscibles. Donc là, par exemple, l'eau et l'alcool, si on les mélange, ça forme un mélange homogène. Donc on dit que l'eau et l'alcool sont miscibles. Même chose ici, avec de l'eau et de l'encre, une cartouche d'encre. Quand on les mélange, on a un mélange homogène, donc ça veut dire que l'eau et l'encre sont miscibles. À l'inverse, quand ils ne se mélangent pas et que ça forme un mélange hétérogène, on appelle ça non miscible. Et dans ces cas-là, le liquide qui est le plus dense se trouve en bas. Donc par exemple ici, l'eau et l'huile, donc ça forme bien un mélange hétérogène. L'eau se trouve en bas, l'huile au-dessus, donc l'huile est moins dense que l'eau. Deuxième exemple, l'eau et le cyclohexane. C'est un produit chimique, donc on voit qu'ils sont non miscibles, ça forme un mélange hétérogène, et donc l'eau se trouve en dessous, donc elle est plus dense que le cyclohexane. Et enfin, vous avez un petit peu fait ce genre de choses avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Quand on met du colorant dans les liquides, si on a des liquides qui sont non miscibles, on peut faire des cocktails à étage. Attention, des cocktails qui peuvent se boire ou non. D'accord ? Là, en fait, on a utilisé des colorants dans les différents liquides pour faire ce mélange. Donc, lorsqu'on prépare un mélange, la masse se conserve. Donc ça, c'est vrai que ce soit des liquides ou des liquides et des solides. Donc, on additionne la masse totale du mélange, ce sera la masse de tous les constituants. Donc, le constituant 1, le constituant numéro 2, et ainsi de suite en fonction du nombre de constituants dans le mélange. Par exemple, ici, on a un liquide avec de la poudre. Quand on a, au total, ça fait 105 grammes. Et bien, quand on va les mélanger, ça fera toujours 105 grammes. Voilà ce que vous avez à savoir et à connaître sur la fiche numéro 8. Attention, là encore, pas mal de vocabulaire. Alors, dernière fiche pour cette rotation, la fiche numéro 9 qui portait sur les gaz et le développement durable. Donc, première chose qu'on a vue, c'est la technique pour recueillir un gaz par déplacement d'eau. Donc là, je vais vous mettre aussi la petite image pour expliquer plus facilement. Donc ici, on a un tube à essai dans lequel on peut mettre soit une boisson gazeuse, soit une expérience chimique qui va dégager un gaz. Donc c'est ce que nous, on a fait avec le cachet effervescent en classe. Ici, on a un deuxième tube à essai qui, au départ, est rempli d'eau. Et ici, il y a un tuyau qui va relier les deux. Donc le gaz qui va s'échapper va, vu qu'on a bouché ici, le récipient va passer dans le tuyau, va venir ici.
et va au fur et à mesure remplir le tube à essai et donc l'eau va se déplacer et va être chassée et va retourner dans la bassine. Donc c'est pour ça que ça s'appelle recueillir un gaz, donc on récupère un gaz par déplacement d'eau parce que on fait déplacer de l'eau et le gaz va au fur et à mesure prendre la place de l'eau. Ensuite, quand on a récupéré ce gaz, on peut le tester. Donc celui que vous avez à connaître de test pour la classe de 5e, c'est le test à l'eau de chaud. Attention à l'orthographe. Donc ce test à l'eau de chaud permet d'identifier un gaz qui s'appelle le dioxyde de carbone. Et le dioxyde de carbone, c'est le seul gaz qui est capable de troubler l'eau de chaud. Si vous avez un autre gaz, comme du dioxygène, du diazote, de l'air, eh ben, l'eau de chaud ne se troublera pas. Donc là, on a, par exemple, donc de l'eau de chaud, et là, on l'a laissée après quelques jours. Donc elle est trouble. Et ce qui explique qu'après quelques jours, elle soit trouble, c'est que dans l'air, on a du dioxyde de carbone. Donc vous, quand vous avez fait l'expérience, ça a troublé tout de suite, parce que votre tube à essai était rempli de dioxyde de carbone. Dans l'air, il y en a, mais un petit peu. Donc il faut attendre quelques jours. Donc ensuite, parlons maintenant au niveau du développement durable de l'effet de serre. Donc là aussi, je vais vous expliquer plutôt avec le petit schéma. Donc en fait, il existe un effet de serre naturel. Donc en fait, le soleil va nous envoyer des rayons avec des rayons énergétiques, avec de la chaleur, de la lumière. Il y a plusieurs types d'énergie. Ces rayons vont être en partie filtrés par l'atmosphère. Donc il y a une partie qui va pénétrer dans l'atmosphère qui va arriver sur Terre, et il y en a une partie qui ne va pas pénétrer l'atmosphère et qui va être renvoyée dans l'espace. Ensuite, cette énergie va réchauffer la Terre et la Terre, à son tour, va émettre un rayonnement quasiment essentiellement sous forme de chaleur, elle va le renvoyer dans l'atmosphère et vers l'espace. Donc il y en a une partie qui traverse à nouveau l'atmosphère pour aller dans l'espace et il y en a une partie qui ne traverse pas et qui est renvoyée vers la Terre. Donc ça, en fait, l'effet de serre, c'est quelque chose de naturel. C'est ce qui permet qu'on ait une certaine température sur la Terre et c'est grâce à cela que la vie s'est développée sur Terre. Parce que du coup, on a une certaine température qui va permettre le développement de la vie. Là où on parle d'effet de serre et de réchauffement climatique, c'est qu'en fait, l'être humain va polluer et il va y avoir des gaz à effet de serre. Donc ces gaz vont être stockés là dans l'atmosphère et vont empêcher ici aux radiations de repartir. Donc normalement, par exemple, on devrait avoir 70% des radiations qui traversent l'atmosphère et seulement 30% qui restent ici pour réchauffer la planète. Sauf que avec les gaz à effet de serre, les radiations vont avoir plus de mal à traverser. Donc en fait, on va peut-être en avoir que 60% qui restent ici au lieu de 70%, et donc du coup 40% qui restent ici. Et donc ce qui fait que on va avoir plus de chaleur qui reste concentrée sur la Terre, et c'est pour ça qu'on parle de réchauffement climatique. Donc les principaux gaz qui sont responsables de l'effet de serre, il y en a 3. Donc le premier, c'est le dioxyde de carbone, de formule CO2. La compréhension et l'écriture des formules, vous verrez ça l'année prochaine en 4e. Donc le dioxyde de carbone, il est principalement émis par les entreprises, notamment les centrales thermiques qui utilisent du charbon pour fabriquer de l'électricité et les voitures. Ensuite, on a le méthane, donc de formule CH4, donc lui, il est surtout dû à l'élevage. Et ensuite, on a le protoxyde d'azote de formule N2O, qui lui est plutôt dû aux engrais et à l'agriculture. Donc voilà ce que vous avez à comprendre et à retenir sur l'effet de serre. Et alors, dernier point, c'est quelque chose qu'on entend dont on entend beaucoup parler en ce moment et sur lequel il y a beaucoup de fausses idées, c'est la montée des océans. Donc en fait, on dit souvent que les icebergs et les glaciers, à cause du réchauffement climatique, vont fondre et vont faire monter les océans. Donc c'est vrai que la température, si elle augmente, les glaciers et les icebergs vont avoir tendance à fondre. Ça, c'est vrai. Alors là, en fait, en classe, on a fait 2 expériences. Donc la première expérience, c'était de mettre un récipient avec des glaçons posés dessus. Donc les glaçons sont en altitude, ils ne sont pas directement dans l'eau. Et ici, on a marqué le niveau de l'eau. Donc ça représente les glaciers.
Et ensuite, la deuxième expérience, c'est la même chose, le même niveau d'eau. Et cette fois-ci, on a mis des glaçons qui étaient à tremper dedans. Donc, vu du dessus, ça donne ça. Les glaçons, ici, représentent le glacier. Donc, en haut de la montagne, ils sont en haut. Et les icebergs et la banquise flottent sur l'eau. Donc, ils vont être ici. Donc, on laisse ça à température ambiante. Ça va mettre un certain temps pour fondre. Et voilà ce que l'on a à la fin. Donc, on voit qu'ici, effectivement, le niveau de l'eau a monté. Donc, dans le premier cas, celui des glaciers. Et dans le deuxième, au contraire, le niveau a baissé. Donc, en fait, donc, ça veut dire qu'il n'y a que les glaciers qui vont expliquer la montée des océans. En fait, le réchauffement climatique va faire fondre la banquise et les icebergs, mais c'est pas ça qui est responsable du fait que le niveau de l'eau des océans et des mers va monter. En fait, quand on a les glaciers, l'eau n'est pas, elle est extérieure, donc en fait, elle va venir se rajouter. Donc c'est pour ça que le volume va augmenter. Alors que pour les glaçons, en fait, ils sont déjà en train de flotter. Et donc, du coup, on a vu dans la rotation précédente que le volume d'un glaçon est plus important que le volume d'eau liquide. Donc, quand ils vont fondre, au contraire, le niveau va baisser. Donc, attention, ça c'est important à comprendre parce que on entend beaucoup de choses, notamment dans les médias, qui sont faux à ce sujet-là. Donc, le réchauffement climatique va bien accélérer la fonte des glaciers et des icebergs, mais il n'y a que les glaciers qui vont faire monter le niveau des océans. La fonte de la banquise et des icebergs, ça pose aussi des problèmes. Mais c'est pas ça qui est responsable de la montée des océans. Donc voilà ce que vous avez à retenir sur cette rotation numéro 3.